nous avons souhaité déjà au mois de mars, lors du premier confinement, faire un webinaire qui a permis déjà, je dirais, de donner l'information la plus précise possible et la plus complète dans le fouillis des différentes mesures d'accompagnement, de soutien qui ont été mises en œuvre à cette période et qui sont réactivées aujourd'hui du fait du deuxième confinement. Alors, il y a à la fois de la réactivation, mais aussi des nouvelles mesures qui nous sont annoncées. Donc, ça nous semblait nécessaire dans ce cadre de faire un peu le point avec vous sur l'ensemble de ces dispositifs pour également répondre à vos questions. Donc, il y aura, comme l'a dit Anthony, des temps d'échange avec vous en utilisant principalement le chat, puisque avec 80 participants, ça va être compliqué que chacun puisse s'exprimer. Donc, l'idée, c'est plutôt que vous posiez vos questions par le chat. Elles seront reprises par les animateurs et posées aux intervenants. Donc, concrètement, oui, nous sommes dans une situation compliquée avec, dans le secteur associatif, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'associations qui sont aujourd'hui mises en difficulté par les mesures sanitaires et notamment les mesures de fermeture administrative qui touchent particulièrement les secteurs culturels, le secteur du sport et de manière générale le secteur du loisir, puisque les établissements recevant du public sont fermés. Alors, il y a des lueurs d'espoir, bien entendu. Le président de la République s'est exprimé hier soir. Je ne vais pas revenir sur ces annonces, mais nous savons que nous allons vivre un déconfinement très progressif qui va aussi dépendre des bons résultats en matière en matière tout simplement de résultats sanitaires. Et du coup, effectivement, nous sommes tous très attentifs aux différentes annonces, sachant que les activités associatives qui sont essentielles pour le lien social, essentielles pour la vie de la nation, doivent reprendre de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que nous puissions conserver les services qu'elles rendent à la population et notamment conserver donc ce lien social indispensable à tous. Donc, dans ces conditions, nous souhaitons évidemment vous accompagner, sachant que beaucoup d'associations ne se sont pas vraiment saisies des différents dispositifs qui leur étaient proposés lors du premier confinement. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est aussi de vous dire qu'il faut y aller. Si vous êtes en difficulté, il y a des dispositifs qui sont faits pour vous accompagner, pour vous aider à passer ce cap et à faire en sorte que votre association rebondisse lorsque nous pourrons enfin revivre normalement. Donc, soyons attentifs à ça, saisissons-nous de l'ensemble des dispositifs qui nous sont accordés. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anthony pour lancer les discussions. Oui, merci Benoît. Je n'avais pas rallumé mon micro. Donc oui, pour cette matinée, lancer cette matinée, nous avons deux thèmes que nous allons aborder. Les mesures d'aide et de soutien aux associations décidées et ou renforcées depuis le premier confinement et l'organisation de la vie associative en période de confinement. Voilà. Donc pour le premier thème, on a deux intervenants qui sont Alain Baroul de l'UD Direct 61 et Amélie Guillaume d'Emploi Associatif 61 qui vont prendre la parole. Donc je vous laisse prendre la parole. Alors, bonjour, Alain Baroul, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Donc, des mesures, très bien, merci. Des mesures qui sont liées à la gestion de l'emploi dans un premier temps et des dispositifs de financement dans un deuxième temps. Donc, des mesures. Alors, est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante? Merci.
Alors, dans un premier temps, pour les mesures relatives à l'emploi, on a le recours à l'activité partielle pour préserver l'emploi. Alors, c'est effectivement pas spécifique aux associations, mais c'est aussi pour les entreprises. Mais les associations étant employeurs également, elles ont ce droit d'ouvert au même titre que les entreprises. Le report et la réduction de charges sociales ou fiscales, les aides à l'embauche. Donc, sur le recours à l'activité partielle. Donc, il y a eu le maintien et la reprise du dispositif exceptionnel d'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a repris un versement majoré par rapport au versement habituel de l'activité partielle, un versement majoré des indemnités aux salariés avec 70% du salaire brut, soit 84% du net, avec un minimum au SMIC net. Le SMIC net, c'est 8,03 €. Et donc, tous les salariés qui auraient une rémunération au SMIC continueraient à percevoir cette rémunération au SMIC, les 70% étant le taux de l'indemnité avec un effet minimum de façon à ce que les gens au salaire minimum ne perdent pas en rémunération. Donc, ce sont les gens qui auront plus du SMIC qui vont perdre un peu en rémunération. Et l'employeur percevra, quant à lui, pour les secteurs protégés ou fermés administrativement, une allocation de 70% du salaire brut, ce qui compensera en totalité le versement qu'il doit faire aux salariés, c'est-à-dire qu'il peut faire plus que les 70% du salaire net, du salaire brut, pardon, que j'ai indiqué auparavant, mais ça resterait à sa charge. Par contre, s'il verse, il doit verser l'indemnité que va lui reverser l'État, il doit la verser aux salariés, et pour les secteurs protégés et fermés, il percevra exactement la même chose que ce qu'il va verser. Et pour les secteurs non protégés, c'est-à-dire les secteurs qui pouvaient rouvrir, pour cela, ce sera seulement, si je puis dire, 60% du salaire brut. C'est-à-dire qu'une structure qui n'a pas assez d'activité pour faire travailler l'ensemble de ses salariés, mais qui a le droit d'ouvrir, ne percevra que 60% et non pas les 70% des secteurs qui, eux, sont dits protégés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'arrêter leur activité. Et le salaire pris en compte est limité à 4,5 fois le SMIC, de façon à ne pas indemniser fortement non plus des salaires très élevés. Alors, je ne pense pas que les associations soient concernées par ce 4,5% du SMIC maximum. Ce sont plutôt les très grosses entreprises avec leur cadre supérieur. Donc, le chômage partiel peut s'appliquer à tous les salariés d'une association, quel que soit son statut, mais il peut s'appliquer aussi à tout ou partie, c'est-à-dire que selon l'activité, on peut avoir des salariés qui sont en activité partielle parce qu'ils sont sur une activité de production pour laquelle on n'a pas assez d'activité, alors même qu'on a, par exemple, une activité de prospection ou une activité administrative qui tourne à plein régime. Donc, en fait, il doit y avoir une égalité de traitement dans les salariés d'une même activité, c'est-à-dire que si on a, je dis n'importe quoi, deux commerciaux, ces deux commerciaux doivent être traités de façon équitable. Par contre, si on a un commercial et un administratif, une personne qui est par exemple éducateur sportif, l'éducateur sportif pourra être traité d'une façon en fonction de l'activité propre, de son activité propre, et l'administratif d'une autre façon. Ce n'est pas une inégalité de traitement puisque les métiers ne sont pas les mêmes, le travail n'est pas le même. Et donc, et aussi pour toute partie de leur temps de travail, c'est-à-dire qu'on peut être en activité partielle 2 jours par semaine et travailler 3 jours par semaine.
Ça veut dire ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être en activité partielle complète. On peut être seulement sur une partie de son temps de travail en fonction de la production nécessaire. Ce que j'appelle production, bien évidemment, ce n'est pas une production forcément industrielle, hein, comme on l'entend classiquement, mais c'est le travail que doit faire le salarié. Donc, ça concerne les différents types de contrats, que ce soit des CDI, contrats à durée indéterminée, des CDD, mais aussi les CDDI, ce sont les CDD d'insertion, les contrats propres aux structures d'insertion par l'activité économique, les CDDU, les PEC, les parcours emploi-compétences qui sont des contrats aidés. Voilà, tous ces types de contrats sont ouverts au chômage partiel, qu'on appelle aujourd'hui activité partielle. Par ailleurs, si vous tapez chômage partiel, vous retrouverez des informations sur le site du ministère du Travail, mais aussi en tapant activité partielle. Vous avez beaucoup d'informations sur le site du ministère sur ces sujets-là. Les conditions, c'est soit faire partie effectivement d'un arrêté de fermeture ou de réduction ou de suspension d'activité. Là, on pense à l'hôtellerie-restauration, par exemple, mais on pense aussi aux clubs sportifs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas encore ouvrir, mais aussi une impossibilité de mettre en place le télétravail pour une structure qui est autorisée à ouvrir, mais qui n'a pas assez d'activité, ou dans l'impossibilité de respecter les normes de sécurité, c'est-à-dire les normes de distanciation, le port des équipements de protection, et ainsi de suite, en fonction de l'activité. Donc, il faut faire une demande d'activité partielle, la justifier. Aujourd'hui, on est assez ouvert sur le sujet, et il n'y a pas de… il y a des contrôles sur les fraudes, hein, effectivement. On piste les fraudes qui peuvent y avoir, mais on n'est pas là à embêter une entreprise qui est en difficulté. Ce n'est pas du tout l'objet du ministère sur le sujet. On passe à la diapo suivante. Voilà. Comment? Eh bien, les démarches à réaliser n'ont pas changé. C'est sur un site spécifique du ministère du Travail puisque c'est un système informatique autonome, c'est-à-dire spécifique à l'activité partielle, sur lequel vous avez déjà, comme lors du premier confinement, renseigné, d'abord créer un établissement si éventuellement vous ne l'avez pas déjà fait, et ensuite vous faites vos demandes d'autorisation. Ça se passe en plusieurs temps. Il y a la demande d'autorisation, ensuite une autorisation est donnée, et enfin vous pouvez faire vos demandes d'indemnisation. C'est en 2 temps, on doit autoriser avant que vous puissiez demander le versement des indemnités. Les demandes d'autorisation peuvent être présentées jusqu'au 31/12/2020 sans que le délai de 30 jours soit opposable. C'est-à-dire que, effectivement, faites-le le plus rapidement parce qu'il y a toujours des délais de traitement. N'attendez pas, prenez pas, je dirais, faites-le le plus rapidement, surtout la demande d'autorisation, puisque c'est une demande qui va être plus ou moins précise, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement mettre tout le monde en activité partielle pour tout le mois. Après, c'est la demande d'indemnisation qui va être très précise sur le nombre d'heures effectivement chômées, et celle-ci se fait a posteriori, c'est-à-dire une fois le mois écoulé, parce que là, on va engager les deniers de l'État. C'est-à-dire que vous allez demander 10 heures pour telle personne, 12 heures pour une autre, 35 pour un tel, 150 pour une autre, et ainsi de suite. Et c'est très précis puisque là-dessus, il peut y avoir des contrôles, et demander plus d'heures qu'on en a réellement chômé, c'est une fraude. Donc, à l'échéance habituelle de paye, l'employeur va verser l'indemnité, il va faire l'avance de cette indemnité pour le compte de l'État aux salariés, et c'est ensuite qu'il fait sa demande d'indemnisation et que l'État le rembourse. On le va très vite aujourd'hui dans ces demandes d'indemnisation. Auparavant, dans un système classique, ça pouvait prendre quelques semaines puisqu'on vérifiait tous les bulletins de paye a priori. Aujourd'hui,
le versement se fait et on fait plutôt du contrôle a posteriori. Voilà, donc sur la diapo, comme vous le voyez, vous adressez la demande d'indemnisation à l'État via le site internet qui est indiqué en haut de la diapo et vous déclarez précisément le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures chômées par salarié, tout cela très précisément, puisque je vous dis, on vous remboursera en fonction de votre demande d'indemnisation et non pas en fonction de la demande d'autorisation, puisque la demande d'autorisation, c'est quelque chose de très global qui se fait a priori en principe. Donc forcément, vous ne connaissez pas à l'avance la réalité de l'activité sur le mois qui va s'écouler. Les contacts et infos utiles, on vous les indique. Nous avons une boîte mail spécifique activité partielle, ce qui permet le traitement de cette boîte mail par plusieurs agents et non pas par un seul, en fonction des présences et de la charge de travail des uns et des autres, puisque c'est réparti sur plusieurs agents. Pour le EA61, vous avez l'adresse de Madame Amélie Guillaume et le CNA, vous y trouverez des fiches pour vous renseigner sur le sujet. Vous avez aussi accès, bien entendu, à ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les fiches du ministère du Travail, puisque une association employeuse est avant tout pour nous un employeur avant d'être une association en matière de droit du travail et d'accès au droit à indemnisation. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, c'est tout petit. Sur le report des réductions de charges, je ne suis pas un spécialiste puisque ce sont des reports qui sont attribués par l'URSSAF, les impôts, les caisses de retraite. Donc, il faut se rapprocher d'eux. Oui. Excusez-moi, Monsieur Baroul, je peux juste, moi, du coup, intervenir un petit peu sur les exonérations URSSAF, si vous voulez, dès maintenant ou plus tard, comme vous préférez. Volontiers, volontiers. D'accord. Donc, l'URSSAF a pris également des mesures exceptionnelles liées à la crise Covid pour favoriser justement on va dire les finances des associations employeuses. Donc, en fait, en fonction du secteur d'activité principal de l'association, l'association va pouvoir bénéficier d'une exonération des cotisations de la période du 1er février au 31 mai. Donc, c'est des exonérations qui sont déductibles des prochaines échéances sur les DSN à venir. Donc, on a une aide au paiement et une exonération de cotisation. Donc, c'est deux aides différentes, mais qui sont cumulables et pour lesquelles il faut déduire ça des prochaines échéances sur les DSN. Donc, en général, c'est les cabinets comptables ou les entreprises qui gèrent vos payes qui vous informent de cela et qui font les démarches pour vous. Alors, si vous faites vous-même vos bulletins de salaire, il faut vous renseigner auprès de l'URSSAF si vous êtes éligible ou pas. Donc, il existe une infographie qui est assez claire et qui est assez lisible, donc que vous pouvez retrouver sur le site. Alors que je ne dise pas de bêtises, le site c'est mesures au pluriel -covid19.ursaf.fr. Donc ça, c'est un site internet qui est vraiment spécifique aux aides URSSAF par rapport aux associations employeuses. Donc voilà pour l'URSSAF. Donc après, pour voir si vous êtes éligible, hein, je vous dis sur le petit document, là, l'infographie, c'est assez précis parce que c'est vrai qu'en fonction du nombre de salariés que vous n'avez pas forcément droit aux mêmes aides ou les mêmes périodes. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien vous renseigner par rapport à votre activité, l'effectif de votre association et après, vous verrez si vous pouvez bénéficier de ces exonérations. Voilà. Sinon, donc, il y avait toujours aussi la prime PEPA. Alors, je ne sais pas si elle était dans la diapo. Oui, je pense qu'elle était là. Donc, la prime PEPA, c'est la prime de pouvoir exceptionnel du pouvoir d'achat. Donc, c'était également la prime qu'on appelait la prime Macron, qui normalement était possible jusqu'au 30 juin, mais là, ça a été décalé au 31 décembre. Donc, vous pouvez toujours mettre cette prime sur les salaires de vos salariés. Alors, c'est une prime qui est exonérée à hauteur de jusqu'à 1 000 € si vous n'avez pas d'accord d'intéressement. Si vous avez signé un accord d'intéressement au sein de vos associations, vous pouvez aller jusqu'à 2 000 € exonérés par salarié. Voilà, donc ça peut servir à rémunérer vos salariés
par rapport à la crise et par rapport à la perte financière qu'ils peuvent avoir eue par rapport au chômage partiel notamment. Donc voilà, c'est une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat qui est possible une fois par an par salarié en fonction de l'association. Voilà, pour moi. Ok, donc on continue avec le report des échéances de prêt, qui est sur la même diapo. Donc, sur ces reports, donc les reports d'échéances de prêt sont possibles, mais en négociant avec sa banque. C'est la même chose pour les reports de charges eau, gaz, électricité, assurance. Donc, en faisant un courrier, une demande à l'amiable directement au fournisseur. Et pour tout ce qui est report ou abandon de loyer, donc là, l'État incite les bailleurs à annuler une partie des loyers avec en contrepartie un crédit d'impôt. Donc, dans tous les cas, vous pouvez négocier ces reports avec le bailleur. Si vous rencontrez des difficultés à trouver des accords, vous pouvez recourir à des voies non juridictionnelles de médiation, les médiateurs des entreprises, ou pour les acteurs de l'ESS, vous pouvez aussi contacter France Active Normandie. Voilà pour ce temps. Donc, nous allons passer à la diapo suivante. Oui, juste pour préciser les questions qu'il y avait dans le chat. Oui, vas-y. Donc, il y avait deux questions. Si l'activité, on a vu les annonces de Macron hier, donc il y aura une possible reprise des mineurs dans le sport, voilà, échelonnée entre samedi et le 15 décembre. Mais pour les adultes, on n'en sait pas encore plus. S'il n'y a pas de reprise avant le 20 janvier, est-ce que l'activité partielle sera reconduite, prolongée sur le mois de janvier? Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça au jour d'aujourd'hui? Alors, Alain Baroul de la Directe, aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations. Nous naviguons totalement à vue, si on peut dire, puisque nous aurons des informations uniquement lorsque la période d'activité partielle prévue jusqu'au 31/12 sera quasiment finie. On n'a pas peu d'informations à l'avance. Si on en a, bien entendu, je les communiquerai à Benoît Doré de façon à ce qu'il puisse vous les rebasculer. Mais à ce jour, nous n'avons pas d'éléments sur ce point. Et c'est beaucoup trop tôt, hein, clairement. Nous avons les informations à peu près quasiment simultanément aux annonces quand elles sont faites de façon définitive. Aujourd'hui, effectivement, on a des délais qui s'allongent jusqu'au 15 décembre, d'autres jusqu'au 15 janvier ou autre. Pour nous, l'activité partielle, ce qu'on a d'indiqué aujourd'hui s'arrête au 31 décembre. En principe, au 31 décembre, on basculerait dans le système classique, mais rien n'est moins sûr. Ça dépend tout à fait des décisions qui seront prises au niveau national sur les secteurs qui devront fermer et ceux qui pourront ouvrir à ce moment-là. Notamment, je pense aux hôtels, cafés, restaurants. Voilà, les choses s'adaptent au fur et à mesure. Je ne peux pas vous répondre précisément à ce jour. OK. Et on avait une deuxième question plus technique sur les contrats de travail lissés, avec des heures qui sont lissées sur l'année, annualisées sur 12 mois. Donc là, c'est des questions un petit peu plus techniques. Peut-être qu'il y aura une réponse technique apportée par EA61. Est-ce qu'on peut demander aux personnes de contacter directement Amélie, ou est-ce que tu veux répondre maintenant, Amélie, sur… Oui, non, je pense qu'après, pour le cas par cas, effectivement, il vaut mieux voir ça en direct et puis avoir voilà, tous les tenants, les aboutissants, le contrat. On ne peut pas trop répondre comme ça sans avoir plus d'informations. Mais oui, après, ça peut être vu en direct, il n'y a pas de souci. Ok, et sinon, pour information, au CDOS, on a une fiche effectivement sur les contrats lissés que je peux mettre, que je n'ai pas encore mis sur le site internet du CDOS, mais que je vais mettre et que je ferai parvenir, on fera parvenir avec la FAQ. Et donc, dans le chat, il y a d'autres questions plus sur la reprise du sport. On verra ça un petit peu plus tard, voilà, pas dans cette partie financière. Ah si, pardon, il y a encore une question, excusez-moi, sur la prime. La prime PEPA peut-elle être versée à des CDDU? Alors, CDDU, faudrait préciser, parce que là… Alors, c'est Héloïse Jouary. Oui.
qui peut peut-être ouvrir son micro pour préciser sa question. Oui, bonjour. Bonjour. CDDU, j'entendais par là CDD d'usage. Ah oui, sur les CDD d'usage. Alors là, il faudrait se renseigner auprès de l'URSSAF parce que c'est des contrats très particuliers. Donc, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, avec des renseignements auprès de l'URSSAF, on pourra vous redire ça, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Voilà, et encore une fois, l'objectif de ce webinaire, c'est avant tout que vous sachiez en fait quelles sont les personnes en capacité de vous accompagner sur des questions. Donc voilà, sur des questions autour de l'emploi, des primes à l'emploi, ça va être plutôt Amélie et donc Monsieur Doré de la DDCSPP pour tout ce qui est mesures gouvernementales. Voilà. Ah oui, alors on avait une question aussi. Monsieur Doré, vous êtes de quelle institution? Alors, Monsieur Doré, c'est, je vous laisse vous présenter plus précisément, Benoît. Oui, bah, écoutez, j'ai répondu sur le chat, mais je suis donc délégué départemental à la vie associative. C'est une fonction qui est donc attribuée à un agent de l'État qui représente donc la préfète pour l'ensemble des acteurs associatifs. Voilà, Je merci. démarre ma vidéo pour que vous voyez ma tête. Voilà. Donc, quand je réponds sur le champ sport, effectivement, nous avons quelques précisions suite au discours du président de la République hier soir, mais on attend évidemment, nous, les textes, parce que le diable est dans les détails. Donc, attention, effectivement, il y a un principe général de reprise des activités sportives pour les mineurs en plein air. Maintenant, est-ce que ça va concerner toutes les activités sportives? Voilà, il faut qu'on soit plus prudent et on attend quand même les éléments précis qui ne devraient pas tarder à arriver avant samedi en tout cas. Très bien. Donc, pour la suite sur les aides à l'embauche, c'est M. Baroul, je crois, qui devait intervenir. Oui, sur les aides à l'embauche. Donc, le plan de relance jeune a créé un certain nombre d'éléments pour favoriser l'embauche des jeunes. Parmi ces éléments, il y a notamment les aides à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans avant la fin janvier 2021, avec une aide au recrutement de 4 000 €. Donc, des conditions, ce doit être un CDI ou un CDD de mémoire de plus de 6 mois. Cette aide est versée trimestriellement. Donc, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous laisserez vos coordonnées effectivement sur ces aides dans le chat et nous vous transmettrons les imprimés ou flyers qui vont avec de façon à vous préciser les choses. Une aide aussi à l'embauche d'un apprenti, d'un contrat de pro pour les jeunes et les moins jeunes aussi, puisque pour les jeunes, c'est une aide de 5 000 € et pour les moins jeunes, une aide de 8 000 €. Donc, pour l'embauche d'un apprenti ou d'un contrat de pro. Et puis, l'aide aux emplois francs est majorée pour atteindre jusqu'à 17 000 € pour l'embauche en CDI d'un résident en QPV. Là, l'employeur, quel que soit son lieu, le lieu de la structure, dès lors qu'il embauche un jeune, un habitant du QPV, il a le droit à l'aide à l'emploi franc, mais s'il s'agit d'un jeune de moins de 26 ans, cette aide est largement majorée. C'est ce qu'on appelle les emplois francs plus, qui sont les emplois francs pour les jeunes. Donc, une nouvelle mesure qui est effective aujourd'hui et jusqu'à fin janvier 2021. Donc, vos contacts pour ces aides, ce sont les prescripteurs, c'est-à-dire les prescripteurs Pôle emploi, les missions locales en fonction du territoire. Nous avons 4 missions locales sur l'Orne et Cap Emploi qui s'occupe des travailleurs en situation de handicap. Alors, je vois que dans le chat, on me demande ce que c'est qu'un QPV. Pardon, c'est un quartier politique de la ville. Donc, un quartier prioritaire dont la liste est expressément précise, puisque c'est sur une cartographie où il y a sur un quartier
comme le quartier de Persaigne ou le quartier de Courteil à Alençon est précisément défini sur une cartographie qui figure sur un site internet qu'on pourra vous communiquer pour voir où habitent ces personnes. Voilà. Et les prescripteurs peuvent évidemment vous orienteront normalement automatiquement, c'est-à-dire que dès lors que vous souhaitez embaucher un jeune, si vous passez par Pôle emploi, la mission locale au Cap emploi, ils vous préciseront effectivement que vous pouvez toucher cette aide puisque c'est quelque part une automaticité de versement dès lors que vous embauchez ces jeunes à travers un prescripteur. Sinon, il vaut mieux que la personne s'inscrive à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier de cette aide. C'est une aide qui est versée à l'employeur, hein, pas aux salariés, bien entendu. Mais la seule condition, c'est que le jeune habite dans ces quartiers prioritaires de la ville, qui sont, je vous dis, il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers sur Flers, des quartiers sur Argentan et des quartiers sur l'Aigle et sur Alençon. Voilà. J'en ai terminé avec cette diapo. Bien, merci, M. Baroul. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Vous pouvez les poser dans le chat. On vous répond en direct si c'est possible. Sinon, nous allons… donc, on a une question de Christian Vanier qui demande si les aides sont cumulables. Alors, certaines aides sont cumulables entre elles, pas toutes. En fait, je ne peux pas vous donner, c'est une réponse de Normand, comme on peut dire, mais je ne peux pas vous donner une autre réponse puisque ça dépend des aides. Une aide à l'embauche d'un travailleur en situation du handicap va être cumulable avec une autre aide de droit commun. Par contre, entre elles, certaines aides ne sont pas cumulables. Donc, vu la liste des aides aujourd'hui, sur une aide en particulier, on peut rechercher effectivement avec quoi elle est cumulable, avec quoi elle ne l'est pas, mais chaque aide a ses propres dispositions. Et je ne sais pas ce que sont les aides de l'ANS. L'Agence nationale du sport. Ah, d'accord. Ça, c'est un sujet qui est nouveau, donc je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat. Il faudra que je me mette en contact avec Benoît Doré sur le sujet. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe au point suivant. Donc, Nicolas Cadeau de France Active Normandie qui va nous présenter le prêt garanti par l'État. Oui, bonjour à tous. Je veux bien que tu passes la diapo suivante. Donc, pour les prêts garantis par l'État, ça a été mis en place lors du précédent confinement. Donc, c'est un dispositif qui perdure. Donc, au moins jusqu'au 30 juin 2021, les associations peuvent mobiliser un prêt garanti par l'État. Donc, c'est un prêt qui est octroyé par une banque privée, mais qui dispose de garanties par l'État, donc pour faciliter la décision au niveau des établissements bancaires. Donc, ça s'adresse aux associations qui exercent une activité économique de moins de 1,5 million de chiffre d'affaires et qui ne présentent pas de difficultés structurelles. Donc, ça, c'est une appréciation qui est libre après à chaque établissement bancaire. Donc, initialement, les prêts garantis par l'État, donc les PGE, étaient pour une durée de 1 an. Aujourd'hui, il y a un amortissement, donc un remboursement sur plusieurs années qui peut être mis en place entre 1 et 5 ans. Je veux bien la slide suivante. Donc, le montant du prêt ne peut pas excéder 25% du chiffre d'affaires. Et comme je l'évoquais, il est amortissable sur 1 à 5 ans, avec du coup un taux d'intérêt qui va être calculé en fonction du montant et de la durée de l'amortissement. Donc, pour ce qui est de la notion de chiffre d'affaires pour les associations, tel qu'il a été pris en compte dans le calcul du montant du prêt, c'est l'ensemble des ressources des associations, moins les subventions perçues et les dons, mais uniquement les dons des personnes morales.
et des fondations d'entreprise. Et du coup, ce total des produits d'exploitation donne le chiffre d'affaires, si on veut, qui va être pris en compte dans le calcul du PGE potentiellement mobilisable, sachant qu'après, chaque établissement bancaire, c'est quand même soumis à la décision des établissements bancaires. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher de vos banques. C'est eux qui vous connaissent le mieux. Et après, en cas de décision négative, c'est le médiateur du crédit au niveau de la Banque de France a mis en place un médiateur donc pour pouvoir faciliter la mise en place de ce PGE, soit auprès de l'établissement bancaire de l'association ou auprès éventuellement d'un autre établissement, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Et s'il n'y a vraiment aucune solution de financement, l'État peut accorder des prêts directs, mais là, aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance d'associations qui ont pu mobiliser des prêts directement. Et les modalités sont pas clairement définies. Donc, le mieux, c'est quand même de se retourner auprès de votre établissement bancaire. Je veux bien la diapo suivante. Donc, un autre dispositif qui a été reconduit, qui avait été mis en place sur le premier confinement, donc c'est le fonds de solidarité pour les entreprises indépendantes, auto-entrepreneurs et bien sûr pour les associations. Encore une fois, c'est pour les associations qui exercent une activité économique qui est là avec un critère de salariés, donc avec moins de 50 salariés. Donc ensuite, là, les critères sont ont été un peu différenciés par rapport à la première phase. Donc, les établissements qui sont sous le coup d'une fermeture administrative peuvent prétendre à une aide mensuelle jusqu'à 10 000 euros. Les structures du secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes mais qui connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50% peuvent également prétendre à une aide mensuelle jusqu'à 10 000 euros. Et après, pour tous les autres secteurs qui vont être impactés, avec une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%, il y a une aide mensuelle qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Et après, je vous invite sur le fonds de solidarité, donc après le calcul du montant se fait soit par rapport au montant du chiffre d'affaires ou des produits d'exploitation mensuels de l'année dernière, donc de novembre 2019, ou par rapport au chiffre d'affaires moyen. Je veux bien la diapo suivante. Donc la région Normandie a mis en place un dispositif qui s'appelle Impulsion Résistance Normandie. Donc c'est un dispositif régional qui a été mis en lien, qui se met en place en lien avec les intercommunalités, qui s'adresse aux entreprises et aux associations qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité. Donc ça permet de venir en complément et en subsidiarité de ce fonds de solidarité. Et du coup, c'est des subventions forfaitaires qui avait sur des montants variables, donc de 1 000 euros pour les entreprises qui n'ont pas de salariés et jusqu'à 5 000 euros pour les entreprises de 4 salariés ou plus, avec après un calcul qui se fait en fonction du secteur d'activité. Et du montant de perte les modalités sont le conseil régional a mis en place un site dédié et une adresse mail, donc vous pouvez les contacter s'il y a besoin. Je veux bien la slide suivante. Donc, après, nous, au niveau de France Active Normandie, on a mis en place deux dispositifs parce que du coup, on a bien vu qu'il y avait certes des besoins en financement, mais aussi des besoins en termes d'accompagnement. Donc, on a mis en place le pacte relance. Donc, c'est un accompagnement qui s'appuie sur 3 volets, un volet conseil, financement et mise en réseau. Donc, sur le pacte relance, c'est pouvoir vous accompagner sur un premier diagnostic de la situation économique et financière de votre structure et vous appuyer sur la définition d'une feuille de route pour notamment voir aussi les besoins de financement. Sur le volet financier, je vais y revenir après, mais on a mis en place le prêt relève solidaire, donc qui est un prêt de trésorerie à taux zéro. Et on a également d'autres dispositifs de financement, mais qui restent sous forme de prêt. Et au niveau de la connexion et de la mise en réseau, c'est aussi pouvoir vous orienter vers les dispositifs d'aide sectoriels qui peuvent exister
et vous accompagner s'il y a des besoins sur la mobilisation de vos partenaires financiers actuels, qu'ils soient publics ou privés. Donc, je veux bien la slide suivante. Et dans le cadre du pacte de relance, on a aussi mis en place le DASES, donc c'est le dispositif d'accompagnement aux structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment d'accompagner les structures qui sont au bord de la procédure collective, donc vraiment dans une situation très, très compliquée au niveau financier, donc soit au bord de la cessation de paiement ou de la liquidation. L'idée, c'est de pouvoir intervenir de manière très rapide en posant un diagnostic approfondi et en mobilisant un consultant spécialisé dans l'élaboration d'un plan de redressement. Donc ça, c'est sur le volet accompagnement, donc c'est pouvoir très rapidement vous apporter des réponses. Pardon, et en parallèle mobiliser également vos financeurs et éventuellement un prêt de trésorerie pour le temps que la mission du consultant soit effective et qu'il y ait des premières mesures soient mises en place. Donc là, par contre, c'est un dispositif qui s'adresse aux structures de plus de 3 salariés et du coup avec forcément des critères en termes d'emploi, et sur les structures qui ont été fortement impactées par la crise. Et là, ça peut être des structures qui n'avaient pas forcément de difficultés structurelles avant la crise, mais qui ont été fortement impactées par la crise. Je veux bien la slide suivante. Donc, comme je l'évoquais, sur le volet financier, on a mis en place avec la Banque des territoires et des collectivités et des partenaires privés le prêt relève solidaire, donc qui est un prêt à taux zéro qui peut être jusqu'à 100 000 €, avec l'objectif de pouvoir renforcer la trésorerie, de pouvoir compenser des pertes qui n'auraient pas été couvertes par les aides exceptionnelles que j'ai pu évoquer avant. Donc la difficulté, c'est que ça reste un prêt qui est remboursable sur 12 ou 18 mois, mais c'est l'idée de pouvoir faire effet levier sur d'autres financements, notamment sur des PGE ou d'autres financements bancaires s'il y avait besoin. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir mettre en place un comité de partenaires. Je veux bien la slide suivante. Non, du coup, j'en avais fini. Donc, en effet, je vois la question de Benoît sur la notion d'ESS à forte utilité sociale, sur qui est éligible. Donc, c'est les associations. Sur l'utilité sociale, nous, on envisage sur 5 axes. Donc, un volet gouvernance, emploi, environnement et impact social. Donc c'est et l'impact territorial. Donc globalement, c'est assez ouvert. Le critère, c'est quand même nous, les associations et les structures employeuses. Et après, le mieux, c'est de nous contacter, qu'on puisse échanger sur votre situation, sur votre activité et vos besoins. Mais c'est quand même de rester ouvert sur les structures qu'on peut accompagner. Il y avait 2 autres questions par rapport justement à l'éligibilité. Oui. Sur le fonds de solidarité, on parlait des associations, des entreprises qui ont une baisse de chiffre d'affaires. Donc, les associations n'ont pas forcément de chiffre d'affaires réellement en tant que tel. Comment on calcule? Qu'est-ce qu'on prend en compte comme calcul? Et puis, pour le dispositif Impulsion, c'est marqué association si elles ont une activité économique. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on entend par activité économique? Du coup, sur le chiffre d'affaires, on va être sur les mêmes du fonds de solidarité, c'est les mêmes modalités que pour le PGE, si je ne me trompe pas. Donc, c'est bien les totals des ressources de l'association, moins les subventions et les dons des personnes morales. Et sur la notion d'activité économique au sens de la région, ça va être, moi, tel que je l'entends et des retours que j'ai eus, ça concerne plutôt les structures qui ne sont pas subventionnées à 100%, quoi. Donc, du moment qu'il y a une part d'activité en propre, ça peut être par le biais de réalisation d'événements, de petits événements ou autres. Là, du coup, ça va être considéré comme des recettes en propre. D'accord, donc des cotisations pour, je prends l'exemple d'un club sportif. Des cotisations, oui, a priori, oui, c'est des recettes propres et du coup, ça peut être considéré comme une activité économique au sens de la région.
D'accord, ce qui est des cours, enfin des séances cours, ouais. ou pas. Ok, donc du coup, effectivement, en chiffre d'affaires, on prend les ressources moins les subventions et les dons. Et c'est là-dessus qu'on calcule s'il y a une baisse ou pas. Oui. Ok, très bien, merci. Et du coup, avec la possibilité soit du chiffre d'affaires de novembre 2019 ou alors la moyenne de l'année 2019. Ok. Très bien, merci Nicolas pour toutes ces précisions. Du coup, on va passer la parole à Benoît Doré qui, lui, va nous parler du cas des subventions accordées en 2020. Oui, je réactive ma vidéo et mon son, donc j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, donc, concernant les subventions, il faut bien entendu… Oula, excusez-moi, j'ai fait quelque chose qui me coupe. Alors, on va fermer ça. Voilà, excusez-moi. La gestion des actions reportées ou annulées, évidemment, est un sujet essentiel puisque nous avons beaucoup d'associations qui se sont vues empêchées au cours de l'année 2020 de mettre en œuvre les actions ou de manière générale qui ont subi une fermeture administrative. Petite précision, là je parle au nom de l'État, sachant que les collectivités territoriales, les autres structures publiques prennent leurs propres décisions en matière de report ou de reversement des subventions qu'ils accordent. Donc, je ne peux pas m'engager pour les collectivités. Et le principe général concernant l'État, c'est la circulaire du Premier ministre du 6 mai 2020 qui précise les procédures d'exécution des subventions publiques accordées aux associations pendant la crise sanitaire. Concrètement, en cas de force majeure, l'association qui n'a pas été en mesure de mettre en œuvre l'action subventionnée peut soit demander un report de l'action en 2021, et donc les crédits qui leur ont été alloués en 2020 serviront évidemment à mettre en œuvre l'action en 2021, soit une transformation de la subvention en subvention de fonctionnement. Donc, si elle avait une subvention sur projet, elle peut demander à ce que ce soit transformé en subvention de fonctionnement, de manière à ce qu'elle bénéficie finalement de l'aide au titre des adaptations qu'elle a dû mettre en place pour continuer son activité pendant cette période de crise sanitaire. Donc, il faudra évidemment dans ce cas-là justifier d'avoir une difficulté financière qui nécessite le maintien de la subvention. Dernière hypothèse, évidemment, celle qu'on évite a priori, c'est l'annulation de l'action et un reversement de la subvention, puisque une subvention versée par l'État au titre d'une action particulière, un événement par exemple, si cet événement n'a pas lieu, l'État est en droit évidemment de redemander le reversement de la subvention. On évitera au maximum ce type de décision, puisque le but, c'est quand même d'aider les associations qui ont été mises en difficulté, qui ont perdu des recettes ou eu des dépenses supplémentaires à cause de la crise sanitaire. Mais cette troisième option n'est jamais totalement exclue. Bon, petit principe que j'ai déjà évoqué, mais le cas de force majeure, évidemment, il est reconnu à partir du moment où vous avez eu une fermeture administrative ou parce que vous avez dû protéger vos adhérents, que vous avez donc annulé un certain nombre d'actions ou de manifestations. Pour cela, je vous invite à utiliser le formulaire qui est diffusé par l'État. Donc, il est en annexe de la circulaire du 6 mai 2020 et j'en ai fait une adaptation en S qui permet à la fois d'indiquer les mesures qui ont été prises, donc soit donc des mesures qui se sont imposées aux associations en termes de fermeture administrative, soit des mesures qui ont été prises par l'association de manière à protéger leurs adhérents. Donc, on l'a vu là. Tu peux le remettre quelques instants, Anthony, s'il te plaît. Voilà. Ce document-là, nous le diffusons aujourd'hui à tous les acteurs associatifs qui ont bénéficié de subventions de l'État, que ce soit par exemple du FDVA, que ce soit de la politique de la ville. Voilà, on est sur des associations qui ont eu une subvention de l'État en 2020,
qui nous disent on ne sera pas en capacité de mettre en œuvre totalement ou partiellement l'action que vous avez subventionnée. Et à partir de là, ils nous font une proposition. Donc, tu peux avancer un petit peu sur le document, descendre, s'il te plaît, Anthony, si tu peux le faire. Voilà, merci. Hop, pas trop. Voilà. La proposition, c'est la proposition de l'association. Il s'agit bien de nous indiquer, en cochant l'une des 3 cases, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le report de l'action en 2021, la transformation en subvention de fonctionnement, ou le fait que vous ne pouvez pas ni reporter le projet, ni justifier de dépenses qui nécessiteraient le maintien de la subvention. Dans ce cas-là, c'est un reversement. Voilà, donc ça nous aidera, nous, à prendre nos décisions. Et évidemment, la même démarche peut aussi être engagée vis-à-vis des collectivités locales qui vous subventionnent. Simplement, voilà, cet outil-là, il n'est pas obligatoire et c'est à elles de déterminer la manière dont elles veulent s'en emparer ou pas. Alors, on a l'exemple de, normalement, Romain Mercier, qui est parmi les participants, peut peut-être nous faire un retour sur la situation d'Alençon à titre d'exemple. Oui, merci Benoît. J'espère que vous m'entendez. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, l'idée, C'est c'est un bon. petit peu de témoigner sur le dispositif mis en place un petit peu sur la ville d'Alençon. Alors, très rapidement, on part, nous, dès le premier confinement, on part sur une enquête, un questionnaire à destination des associations, du tissu associatif local d'Alençon, pour connaître à la fois comment l'association vit son activité pendant la crise sanitaire, pendant ce premier confinement, et essayer de jauger avec elle les impacts que cela a produit sur sur les différents aspects de sa vie associative. Alors, juste pour vous donner quelques retours, résultats un peu marquants de cette enquête. Donc, on a eu plus de 115 associations qui nous ont répondu. Donc, pour un tissu associatif local d'Alençon, 115 réponses. C'est un très bon échantillon sur lequel on a pu analyser et travailler derrière. Ce qu'il faut en retenir, alors sur la partie vie associative, les associations ont gardé beaucoup de liens avec les membres bénévoles, avec leurs bénéficiaires, et ont pu aussi maintenir un certain nombre d'instances type réunion de bureau ou conseil d'administration durant cette période. Donc là, pas de grosses problématiques. À noter que ces relations se sont déroulées via des outils, on va dire traditionnels et basiques, c'est-à-dire le téléphone, le mail, l'envoi de textos, SMS, etc. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure sur la partie des besoins et notamment sur le besoin de vie associative à distance et d'outils. Ensuite, on a questionné sur l'impact de la crise sanitaire sur les activités. Donc là, évidemment, je ne vous apprends rien, on a vérifié pas mal d'hypothèses. Clairement, l'impact a été très important, voire total, pour plus de la moitié des associations qui nous ont répondu, et notamment sur le secteur sportif et le secteur culturel. Là-dessus, on est tous d'accord, il y a une certaine logique derrière. Ensuite, sur les impacts de la crise, sur les aspects RH et financiers. La plupart des associations employeuses qui ont répondu au questionnaire ont eu recours soit au dispositif de chômage partiel d'activité qui a été présenté en début du webinaire, soit pour le télétravail. Donc ça, ce sont 2 dispositifs qui sont assez bien maîtrisés par les structures employeuses qui ont répondu au questionnaire. Maintenant, sur l'impact financier. Là, on a eu une demi-surprise, si je puis dire, puisque la moitié des associations nous ont révélé avoir eu un impact financier dû à la crise, et l'autre moitié, du coup, n'ont pas ressenti d'impact ou de conséquences financières pour leur association. Donc, l'idée derrière ce questionnaire, au vu de ce résultat, était, on va dire, un peu de s'attarder sur l'aspect financier pour 50% des répondants.
Une autre question sur l'aspect financier. On a demandé si les associations avaient fait appel à des solutions financières, si elles avaient activé les solutions financières proposées soit par le gouvernement, soit par d'autres organismes ou d'autres collectivités territoriales. Et là, ça rejoint ce que Benoît Doré nous disait au début, c'est que la très grande majorité n'ont pas fait appel. Alors, soit pas forcément besoin, soit par méconnaissance aussi de ces dispositifs. Donc, d'où je trouve moi la pertinence de ce webinaire, notamment aujourd'hui, en tout cas par rapport aux résultats qu'on a pu sortir de notre questionnaire. Et puis pour finir, on a questionné sur les besoins de conseils, de soutien ou d'accompagnement, de quel ordre serait-il en fait. Et là, on a 3 items qui sont fortement ressortis. Le premier, c'est un besoin d'information et de communication sur les futures règles sanitaires. Je vous remets le questionnaire, on est dans la période avril, mai, juin, donc on est presque dans une période déjà de premier déconfinement et si vous vous en souvenez un petit peu, les associations étaient un petit peu dans le flou de comment je peux redémarrer, sur quel protocole sanitaire, etc. Donc c'était un besoin fort qui avait été émis par les associations et qui, j'imagine, se reproduit aujourd'hui dans le cadre de ce deuxième confinement et du coup de ce deuxième déconfinement. Donc là, on est plutôt dans un registre de relayer de l'information, de déchiffrer aussi l'information juridique notamment, donc avec les décrets qui sortent des ministères ou des fédérations, donc essayer de déchiffrer ça avec les associations que l'on suit. Ensuite, un second besoin, évidemment, c'était le soutien financier qui a été émis par les associations, donc ça, je vais y revenir. Et le troisième besoin qui est ressorti, c'est un accompagnement dans les outils de vie associative à distance. Et là, clairement, on sent qu'il y a un cap à passer. Donc, je reviens sur ce que je disais, les associations au début ont bien dit qu'elles avaient maintenu un lien assez fort et assez étroit avec leurs bénéficiaires, leurs membres bénévoles ou leurs instances. Néanmoins, ça a été, entre guillemets, du bricolage, ça a été l'utilisation d'outils très traditionnels, alors qu'il existe des outils de vie associative à distance. Et là, du coup, je ne sais pas si, Julie, tu mettras en ligne ce que tu nous as envoyé, la fiche technique juridique là, du Comité national olympique et sportif français. Sur les assemblées générales électroniques notamment. Je trouve que voilà, ça c'est une fiche d'information qui me paraît très importante à pouvoir être diffusée si jamais il y a des associations à terme qui souhaiteraient monter un peu plus en puissance sur des aspects de vie associative à distance. Benoît va faire une intervention particulière là-dessus tout à l'heure. Voilà, bon, bah, j'imaginais bien. Donc, ça sera d'autres mains. Du coup, voilà pour un peu le questionnaire. Donc, fort un peu de cette enquête et de l'analyse qu'on en a ressorti, on est retourné vers les 50% d'associations qui ont émis, qui ont dit que la crise avait causé des conséquences financières pour l'association, afin d'étudier un peu au cas par cas avec elle la situation financière et comptable de l'association et de leur proposer de solliciter la ville d'Alençon sur un fonds d'aide exceptionnel afin, on va dire, de passer comptablement parlant l'année 2020 le plus sereinement possible. Sur les 50% vers qui on est revenu, on a eu très peu de structures qui ont, une fois fait ses comptes, etc., refait leur balance comptable, etc., un peu à mi-année, très peu de structures sont revenues vers nous, puisque aujourd'hui, on a étudié que 7 dossiers sur la plus de 50-60 d'associations. Donc, on parle de résilience, on parle d'adaptation, on parle de rebond, etc. Voilà, on sent que le secteur associatif local a su s'adapter sur cette partie financière, a su peut-être aussi tirer profit de certains dispositifs, a su enclencher, a su activer des leviers pour pouvoir, entre guillemets, sauver
son exercice budgétaire 2020. Bon, néanmoins, sur quelques cas particuliers, on a eu une instruction assez fine des comptes 2020 des associations demandeuses pour pouvoir voir ensuite avec les élus de la ville d'Alençon sous quelle forme d'aide financière on pouvait venir en soutien de ces structures-là. Voilà. Sinon, au-delà du financier, sur la ville d'Alençon, il y a aussi ces formes de soutien autres à la vie associative, alors beaucoup plus incarnées par là du coup la maison de la vie associative et de l'équipe d'agents présents sur l'équipement. Donc je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail de la maison de la vie associative d'Alençon et puis son numéro de téléphone et du coup j'engage les associations qui le souhaitent, qui auraient des questions aussi, à ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour évoquer des dysfonctionnements, leurs difficultés ou des démarches à entreprendre à l'avenir. C'est notre cœur de métier au sein de la MVA, c'est d'accompagner, de soutenir les associations dans leurs démarches ou dans leurs projets, quoi. Voilà. Merci Romain. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas regardé. Julie, Amélie? Non, là, comme ça, il n'y avait pas... Enfin, moi, je n'ai pas relevé de questions particulières par rapport à ce thème-là. D'accord, ok. Bon, alors on va passer au temps suivant avec les aides par secteur d'activité. Et puis, donc c'est Delphine Sabatier du DLA qui va ouvrir avec ensuite une prise de parole de Julie Babin sur les aides sur le secteur sportif. Voilà. C'est ça, merci Anthony. Donc effectivement, on voulait faire un zoom spécifique sur le secteur culturel qui est très impacté par la crise et le confinement. Ce qu'on voulait indiquer, en fait, c'était plutôt en fait, de repréciser l'ensemble des sites internet et des espaces où en fait, vous pouvez trouver l'ensemble des informations à destination de ce secteur d'activité en particulier, sachant que les associations culturelles sont considérées par l'État comme des entreprises. Donc, tous les dispositifs et mesures qui ont été présentés précédemment, les acteurs culturels y sont éligibles et peuvent y avoir accès. Et après, il y a des aides spécifiques au secteur qui sont déployées par le ministère de la Culture. Donc, on vous indique le lien effectivement sur la diapo et on vous transmettra du coup ce diaporama pour que vous puissiez y avoir accès. On voulait également vous informer en fait d'un site internet qui est une vraie en fait ressource pour les acteurs associatifs œuvrant dans le secteur culturel, qui est le site de l'association Opal, qui est également le centre de ressources pour le DLA sur le secteur de la culture. Donc, il travaille en lien avec une quarantaine de fédérations culturelles et des syndicats employeurs. Donc, il y a vraiment différents outils qui ont été mis en place pour aider le secteur associatif culturel, employeur principalement, sachant que l'ensemble des mesures spécifiques au secteur, que ce soit pour les artistes-auteurs, les intermittents, des dispositifs d'accompagnement spécifiques à la culture sont également indiqués et précisés sur le site internet d'Opal, donc qui est vraiment www.opal.asso.fr. Et après, il y a des plateformes, voilà, il y a différents outils, donc une plateforme de FAQ qui est également accessible en lien avec le centre d'assistance mutualisée de l'art et de la culture, et aussi une foire aux questions de la COFAC. Donc ça, c'était vraiment pour donc ça, c'est plus les dispositifs d'État et le partenariat également avec l'association Opal dans sa mission notamment de centre de ressources pour le secteur culturel. Il y a également des fonds d'urgence régionaux et départementaux spécifiques au secteur qui ont été mis en place par la région Normandie et le département de l'Orne. Donc là, il faut attendre de voir par rapport aux nouvelles modalités et dispositions, est-ce qu'il y aura également des fonds de relance ou des nouveaux fonds d'urgence qui vont être dotés. Donc là, il faut vraiment attendre de voir les décisions que vont prendre ces collectivités au niveau du soutien alloué au secteur culturel. Donc là, il faut vraiment vous rapprocher de vos référents et de vos interlocuteurs au sein de ces collectivités-là pour pouvoir avoir accès aux informations. Sachant que, en tout cas, lors du premier confinement, les dispositifs qui avaient été mis en place, en tout cas pour ce qui relève du département de l'Orne, a été
assez peu mobilisés. Donc voilà, je réitère également le message qu'indiquait Benoît Doré tout à l'heure. Il faut vraiment que les acteurs se saisissent de ces dispositifs-là. Les agents techniques des collectivités sont aussi, comme l'indiquait Romain Mercier, à votre disposition pour vous accompagner et vous appuyer dans le montage de ces dossiers, ainsi que l'ensemble des acteurs du réseau de soutien à la vie associative. Donc, il faut vraiment voilà, ne pas aller mobiliser ces fonds qui sont vraiment spécifiques pour vos secteurs en particulier. C'est bon pour la culture. Du coup, je laisse la parole à Julie pour ce qui relève du sport. Est-ce que tu peux passer la diapo, Anthony? Non. Voilà, donc je vais vous faire un rappel ou une information pour les gens qui n'ont pas eu l'information sur les annonces du ministère des Sports de la semaine dernière. Donc, il va être mis en place, renouvelé un fonds de solidarité de l'Agence nationale du sport. Donc, ce fonds de solidarité de l'Agence nationale du sport de l'ANS, c'est bien différent en fait du fonds de solidarité des entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a eu une première enveloppe de 15 millions d'euros en 2020 avec un appel à projet cet été où il fallait répondre avant début septembre. Qui a été abondé encore par la suite. Donc, comme disait tout à l'heure Romain Mercier, en fait, on se rend compte que les associations, cet été, ça allait encore. Enfin, elles avaient réussi à passer la crise, on va dire. En tout cas, financièrement, elles n'étaient pas encore impactées. Sauf qu'effectivement, l'impact, il arrive maintenant au niveau financier. Donc, du coup, va être remis en place un nouveau fonds de solidarité de 15 millions d'euros encore sur 2021. Donc, on n'a pas encore toutes les informations au niveau du calendrier, etc. Mais ce sera probablement voilà, vers le début du printemps, donc février-mars pour les instructions. Ce fonds de solidarité de l'Agence nationale du sport, il se veut complémentaire aux autres aides, en fait, de pouvoir aider les associations qui ne peuvent pas avoir accès aux aides de droit commun, notamment, par exemple, au chômage partiel, parce que, du coup, elles ne sont pas employeuses. Donc, ce fonds de solidarité de l'Agence nationale du sport, il va être vraiment à destination des plus petites associations. Voilà. La deuxième annonce, ça va être la mise en place d'un pass sport, donc un budget de 100 millions d'euros pour l'aide à la prise de licence. Donc là encore, voilà, on n'a pas de calendrier à ce jour, ça va être mis en place sur l'année, mais voilà, on ne sait pas pour l'instant qui est concerné et sous quelles les conditions. On n'a pas encore d'informations, on viendra vers vous dès qu'on en saura un peu plus. Ensuite, le ministère a aussi annoncé un fonds de compensation pour les fédérations sportives avec des crédits fléchés vers les fédérations qui ont subi une perte de licence. Donc là aussi, ça passera par l'ANS et on n'a pas encore plus de détails, mais on vous tiendra informé. Pour le sport professionnel, je ne vais pas m'attarder très longtemps parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde ici qui soit concerné. Voilà, il faut savoir qu'il y a un fonds de compensation pour la billetterie, une exonération des charges sociales et patronales pour les sportifs professionnels. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'était vraiment les mesures d'urgence, de soutien d'urgence. Et on annonce aussi donc un plan de relance avec 132 millions sur 2 ans. Donc avec la création de 2500 emplois dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution, donc pour un budget de 40 millions d'euros, avec prioritairement sur les jeunes de moins de 25 ans, pour des créations de postes au sein des associations sportives locales. Donc ce budget, ces emplois, c'est vraiment en dehors en fait, des aides à l'emploi dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont vraiment là, ce serait vraiment une aide qui passera par l'ANS. Et comme on disait, on ne sait pas si ce sera complémentaire, enfin cumulable avec les aides de droit commun. En général, on a l'instruction d'après les calendriers. Là, ce serait vers janvier, février. Donc, à partir de ce moment-là, on en saura plus. Ensuite, donc, il y a un accompagnement pour les jeunes vers les métiers du sport avec le dispositif Sésame. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc pour financer la formation des jeunes pour les métiers du sport.
Ensuite, il y a des aides à la rénovation énergétique des équipements. Je pense, bon, voilà, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus. Une aide à la transformation numérique des fédérations sportives. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, il y aura des aides spécifiques sur la transformation numérique. Et puis donc un soutien aux fédérations et aux clubs sportifs pour financer des actions de soutien par la reprise des clubs. Donc là, ça passera, voilà, pour les clubs sportifs, ça passera via les PSF. Donc ce sera des appels à projets qui seront lancés par vos fédérations et les critères seront définis par vos fédérations. Voilà, pour toutes ces questions-là, vous avez nos contacts en bas de la diapo, donc à moi et à Jordan Caro au sein de la DDCSPP, qui est un collègue à Benoît Doré. Voilà, le diaporama vous sera envoyé, comme je disais, de toute façon par la suite. Dans les autres annonces qui ont été faites, si on peut passer à la diapo suivante, je m'excuse d'avance, mais du coup, le diaporama a été fait hier, on n'avait pas encore les annonces du président. Donc, dans les annonces, il y avait la création de 5000 missions de service civique fléchées sur le sport en 2021, donc des missions supplémentaires. Sur le retour des mineurs dans les associations sportives, donc effectivement, les annonces d'hier prévoient un retour des mineurs à partir de samedi prochain pour les activités en plein air. Et comme on disait dans le chat, effectivement, il faut attendre en fait les annonces du Premier ministre pour savoir qui est concerné, qu'est-ce qu'on entend par mineur, qu'est-ce qu'on entend par plein air, et surtout ensuite voir les protocoles de vos fédérations qui vous enverront, j'imagine, toutes les informations nécessaires pour savoir dans quelles conditions vous pouvez reprendre les activités. On a vu aussi effectivement qu'on pouvait, que le rayon pour les activités en extérieur a été augmenté à 20 km pour 3 heures. Donc ça, je pense que tout le monde a vu les informations hier. Juste pour information, on a aussi eu l'info que le FDVA, donc le Fonds de développement à la vie associative, qui est une aide au fonctionnement des associations, va être renouvelée. Donc, ce n'est pas une aide nouvelle, en fait. Le FDVA, ça existe déjà depuis quelques années. Donc, voilà, il va être renouvelé. A priori, à budget constant. Donc, mais voilà, il faut savoir que ça existe et venir soit vers moi, soit vers Jordan pour avoir plus d'informations sur ce fonds de développement à la vie associative. Et donc, ce qui a été annoncé, c'est effectivement la mise en place d'un fonds d'urgence pour les associations de l'ESS, dont on a parlé, dont Nicolas Cadot a parlé tout à l'heure. Donc, on vous a mis le lien vers le ministère des Sports, où vous allez trouver le détail des annonces de la ministre, et puis du coup, les nouvelles informations paraîtront aussi sur le site du ministère, et le site du CDOS, où je refais un lien vers différentes mesures de soutien pour le monde sportif. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières sur le sport. Ben non, dans le chat, en tout cas, il n'y a pas de questions. Ça doit être très clair. Benoît, donc Benoît Doré, juste pour préciser que le fonds d'urgence pour les petites associations s'adresse pas spécifiquement au sport, il s'adresse effectivement aux associations sportives, mais également à toutes les associations. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé très récemment. On va attendre les détails pour savoir comment ça sera mobilisé. Mais l'intérêt, c'est quand même d'aller cibler les associations les plus petites en difficulté, donc ayant moins de 10 salariés, voire pas de salariés. Donc là, on peut effectivement avoir quelque chose d'assez intéressant à suivre. Oui, et donc le FDVA est aussi accessible à toutes les associations, pas que sportives. Et effectivement, je vois le message de Christian qui a aussi une aide particulière sur le programme Savoir rouler à vélo, donc voilà, qui est spécifique sur ces thématiques-là. Et qui s'adresse plus du coup aux centres sociaux, pas forcément que au monde sportif en fait. Si Jordan, sur ce point, souhaite donner des précisions. Jordan Caro, qui est avec nous. Bon, je vais le faire.
Jordan? Bon, je vais le faire à sa place dans ce cas-là. Simplement, effectivement, le dispositif Savoir rouler à vélo, c'est une ambition sociétale, c'est-à-dire que ça ne concerne pas simplement de l'apprentissage du vélo, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pratiquants loisirs, réguliers, voire pour aller au travail. Donc, on est dans une démarche globale du développement de la pratique du vélo. Dans ces actions-là, il y aura en particulier le fait, effectivement, d'apprendre aux enfants, que ce soit à l'école, dans les accueils collectifs de mineurs ou dans d'autres structures d'accueil, d'apprendre à faire du vélo et d'apprendre à respecter le code de la route. C'est un enjeu général, mais qui va toucher aussi les clubs sportifs, notamment ceux du cyclotourisme ou du cyclisme, qui seront impliqués dans les formations qui seront mises en œuvre. Juste, Anthony, si je peux me permettre de revenir sur le fonds d'urgence urgence ESS qui a été effectivement évoqué dans la slide par Julie. Comme l'indiquait Benoît, du coup, c'est un fonds qui va s'adresser à l'ensemble des associations employeuses de moins de 10 salariés. Et on devrait avoir des informations sur ce fonds aux alentours de mi-décembre pour un déploiement début 2021. Donc, effectivement, là, ce qu'on vous présente ce matin au niveau des mesures et des aides, ce sont les mesures dont on dispose des informations à ce jour. Pour autant, il y a encore d'autres dispositifs et d'autres mesures, ça évolue vraiment au jour le jour, qui vont être déployés. Et donc, voilà, ce fonds d'urgence, je pense que nous, on va avoir une attention particulière, mais ayez-le également en tête de votre côté pour pouvoir éventuellement voir si vous pouvez y être éligible et le mobiliser au moment venu. Donc plutôt début 2021 sur ce qui a été annoncé par le secrétariat à l'ESS qui dépend du ministère de l'économie. C'est bon pour moi. Merci Delphine. Du coup, on va avoir terminé avec ce premier thème de la matinée sur la mesure d'aide et de soutien aux associations. Et on va entamer le deuxième thème qui va être autour de l'organisation de la vie associative en période de confinement. Donc Benoît Doré qui prend la parole sur l'organisation des assemblées générales. Oui, si tu veux bien avancer la diapo, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, effectivement, vous avez de toute manière un enjeu pour maintenir, comme on l'a dit, le lien avec vos adhérents, y compris en période où vous avez une fermeture administrative de vos activités. Alors, on peut évidemment envisager de maintenir des réunions en distanciel, comme on dit, pour vos bénévoles, vos salariés, voire même des activités qui peuvent être déployées en visio. Je pense par exemple aux activités de gymnastique qui peuvent être proposées à distance. Concrètement, il faut savoir utiliser les outils numériques, bien évidemment. Et là-dessus, je vous invite à aller, si vous manquez d'expertise, vous renseigner auprès d'acteurs qui accompagnent les associations. Je pense à Hello Asso en particulier et au point d'appui au numérique associatif qui sont en fait nos points d'appui à la vie associative dans le département, qui n'ont pas tous le même niveau d'expertise, mais qui sont en capacité aussi de vous accompagner dans la recherche des bons outils. Voilà, ça mérite aussi d'être regardé de près. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui en ligne. Il y en a qui sont plus ou moins performants, certains qui sont gratuits, d'autres payants. Voilà, il y a tout un enjeu autour de ça. Donc, nous avons effectivement ici cité quelques outils, conférences téléphoniques avec OVH Conférence, visioconférence avec Jitsi, Zoom, Facebook Live, WhatsApp. Voilà, tous ces outils-là sont fonctionnels. Parfois, ils sont gratuits sur un usage restreint, parfois, ils sont totalement gratuits. Bon, en tout cas, faites vos courses, si je puis dire, en prenant le temps d'expérimenter ces différents outils.
Également, donc, le Cross Normandie donc, propose, alors je ne sais pas si c'était à moi de dire ça, mais le colloque Sport et Digital le 26 novembre. Et il y a donc voilà, un enjeu à voir comment on peut utiliser aujourd'hui toutes les potentialités des usages numériques et en distanciel. Juste, Benoît, excuse-moi. Oui, pour le cross, voilà, je précise que c'est bien sur inscription, le colloque de demain. Donc, il faut envoyer un mail au cross ou vous pouvez m'envoyer au GDOS directement un mail pour recevoir le lien de connexion. Et effectivement, il y aura plusieurs intervenants sur toutes les solutions, enfin voilà, des propositions de solutions numériques, notamment animées par Arnaud Soroy, pour les gens qui connaissent. Et puis, on parlera aussi de Bisport et de mon club près de chez moi, voilà, et de plusieurs intervenants autour de cette question du digital et du numérique pour les associations, des enjeux du numérique pour les associations sportives. Merci Julie. Est-ce que Solidatech, c'est toi aussi qui as mis cet élément-là d'information? Non. Bon, bah, ça devait donc être déjà en place lors de notre premier webinaire. Moi, je ne connais pas Solidatech. Si quelqu'un veut en parler, Delphine peut-être? Bien, bah, écoutez, je vous invite à aller fouiller sur ces différents liens qu'on vous a mis, puisqu'on vous transmettra à l'issue de ce webinaire le PowerPoint. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens. J'ai évoqué déjà LDOASO et les points d'appui au numérique associatif. Effectivement, de nombreux webinaires sur différentes thématiques sont proposés pour monter en compétences. Justement, et l'OASO, c'est vraiment sur leur cœur de métier d'être aussi dans l'accompagnement numérique. Ils offrent aussi des services permettant l'inscription en ligne, la billetterie en ligne, etc. Donc, je vous invite à aller voir ça de près. Concernant les assemblées générales, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, il y a un enjeu particulier, effectivement, à maintenir aussi le fonctionnement de la vie associative, donc les conseils d'administration, les bureaux, les assemblées générales. Une ordonnance donc, qui a été publiée le 23 mars 2020 a permis la prorogation des délais pour approuver les comptes des associations, donc sur une durée de 3 mois. Donc, généralement, quand vous bénéficiez de subventions publiques, vous avez l'obligation en N+1, c'est-à-dire 6 mois après la fin de l'exercice de gestion. Donc, concrètement, pour les activités qui ont été subventionnées en 2019, il fallait fournir les comptes, les bilans financiers pour le mois de juin 2020. Eh bien, il y a eu une prorogation donc, de 3 mois jusqu'au 30 septembre pour pouvoir fournir ces comptes de résultats. Alors là, c'est le passé. Maintenant, pour l'avenir, on est face aussi à cette difficulté de vos assemblées générales qui ont été reportées et qui, pour certains, n'ont pas pu encore se tenir sur l'exercice 2020, sachant que généralement, vos statuts prévoient une assemblée générale par an et qu'à ce titre-là, donc, il y a la nécessité de faire des assemblées générales avant la fin de l'exercice, dans la mesure où derrière, vous allez devoir justifier en 2021, notamment de l'utilisation des subventions et donc de vos comptes de résultats, c'est-à-dire votre bilan financier de l'exercice 2020. Si vous ne faites pas d'assemblée générale pour approuver vos comptes, vous pouvez vous trouver en difficulté lorsqu'il s'agira de justifier de l'utilisation des crédits et de demander des nouvelles subventions. Donc, même si les instances, les institutions, collectivités, États peuvent être compréhensives, à un moment donné, ça va devenir bloquant. Donc, le conseil qu'on vous fait, c'est quand même de maintenir vos assemblées générales, quitte à les faire donc en distanciel. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, ça paraît moins convivial, c'est certain, mais c'est possible. Notamment justement par l'ordonnance du 23 mars 2020 qui a donné jusqu'au 30 novembre. Alors vous allez me dire, c'est dans quelques jours. Oui, effectivement, vous avez la possibilité jusqu'au 30 novembre pour l'instant d'organiser vos réunions à distance des instances dirigeantes.
J'ose espérer que cela va être prolongé au-delà du 30 novembre pour pouvoir effectivement faciliter l'organisation de vos assemblées générales. Alors, on peut faire le pari que le déconfinement va permettre des assemblées générales fin décembre, mais ça, honnêtement, j'en sais rien. Et je ne prendrai pas ce pari personnellement et je vous incite plutôt à envisager de faire vos réunions en distanciel en utilisant les outils existants. Donc, on a évoqué les outils de visioconférence, comme celui qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi des outils de vote à distance qui peuvent être très pratiques. Alors, je citerai simplement 2 outils, Balotilo ou EasyQuorum, mais il y en a d'autres. Ils ont pu déjà être utilisés par certaines grosses associations, donc on sait que ça fonctionne. L'important pour vous dans ce cadre-là, on va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, l'important, c'est de sécuriser vos assemblées générales à distance. Concrètement, préparer un conducteur avec une alternance de présentation et de discussion en maîtrisant les prises de parole. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un gestionnaire du temps. On sait tous qu'au bout de 2 heures, une réunion comme ça en distanciel, c'est compliqué de suivre. Les gens décrochent, donc il faut gérer son temps. Conserver une traçabilité de la participation effective des membres. C'est très important puisque c'est ça qui va vous permettre de garantir que tout le monde a pu s'inscrire et que tout le monde a pu participer. C'est aussi ça qui va vous permettre de vérifier éventuellement le quorum en cas de vote. Donc, le bulletin d'inscription, c'est une solution, mais encore mieux, l'outil d'inscription en ligne, comme vous l'avez utilisé aujourd'hui pour vous inscrire sur notre webinaire. Enfin, définir le rôle de chacun. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons un animateur, nous avons des gens qui sont prévus pour des prises de parole, nous avons des personnes qui gèrent le chat et nous avons même prévu des binômes en cas où si une personne avait des problèmes de connexion pour que le relais soit pris. Donc, tout ça, c'est à prévoir, ça vous sécurisera et ça vous permettra d'éviter des situations compliquées qui amèneraient à revoir et à refaire une assemblée générale. Faites des répétitions avec vos responsables techniques, avec les membres du bureau, avec toutes les personnes qui auront un rôle à jouer, de façon à bien vérifier la faisabilité technique et régler les problèmes en amont. Et enfin, donc, prévoir un enregistrement de la visio et du chat afin de rédiger un compte-rendu et de permettre aussi un visionnage ultérieur. Donc ça, c'est pratiquement tous les outils en ligne le permettent. C'est quand même pratique. Nous, c'est comme ça qu'on va faire, par exemple, pour utiliser le chat et alimenter notre foire aux questions. Transmettre avant la réunion éventuellement tous les documents qui seront présentés pendant l'AG. C'est une sécurité. Ça permet aux gens aussi d'en prendre connaissance et de pouvoir réagir pendant l'AG en connaissance de cause. C'est une bonne pratique de manière générale, de toute façon, pour vos assemblées générales. Voilà un peu les quelques points de vigilance que je vous invite à prendre en compte. Et puis, si vous êtes en difficulté technique, n'hésitez peut-être pas à solliciter aussi à ce que des bénévoles via la réserve civique, par exemple, ou via les points d'appui à la vie associative, des personnes ressources qui veulent bien donner un coup de main ponctuellement à l'organisation d'une AG, qui sont eux-mêmes un peu experts en matière informatique. Ça peut toujours être utile. Voilà, donc je vais passer la parole à Anthony. Merci Benoît. Donc oui, comme tu viens de l'évoquer, on parle de réserve civique. Alors rien à voir avec les services civiques. La réserve civique, c'est quoi? C'est pour qui? Donc ça a été créé en 2017 par la loi Égalité-Citoyenneté. La réserve civique, c'est une réponse au désir d'engagement des citoyens. C'est largement manifesté après les attentats de 2015. Cette réserve permet l'engagement bénévole et occasionnel des citoyens français et étrangers résidant régulièrement sur le territoire. Ça permet aux réservistes d'être acteurs d'un ou plusieurs projets d'intérêt général, qui sont inspirés par les valeurs de la République et proposés par des organismes publics ou associatifs. Donc actuellement, avec la crise du Covid, il y a 4 missions prioritaires qui sont autour de l'aide alimentaire et d'urgence,
la garde exceptionnelle d'enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité. Donc aujourd'hui, dans l'Orne, il y a 830 réservistes, 18 organisations, 310 ont été mis en relation. Et à la date d'hier, il y avait 113 missions proposées sur le département. Donc on incite les associations, en tout cas, voilà, les associations sont incitées à déposer des missions parce qu'il y a beaucoup de réservistes et pas forcément de missions à proposer aux réservistes. Donc ça peut aider les associations sur des projets spécifiques. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là donc sur le lien qui est en bas de page. Et puis, en contact à la DDCSPP, vous avez Céline Potier qui peut répondre à toutes vos questions autour de la réserve civique. Voilà. Et autre point qu'on voulait aborder ce matin, c'était autour du bénévolat et des déplacements des bénévoles. Alors, aujourd'hui, les déplacements sont très, très encadrés. Alors, même si ça va peut-être évoluer dans les jours à venir, en tout cas, pour le moment, les bénévoles, seulement les bénévoles des structures d'aide d'urgence au public vulnérable peuvent poursuivre leur activité en extérieur. Pour toutes les autres associations, donc culture, sport, éducation, environnement, on invite les associations à reporter leurs activités ou de les adapter en utilisant des outils en ligne que Benoît vous présentait juste avant. Donc, les bénévoles qui répondent du coup, qui font partie des structures d'aide d'urgence au public vulnérable, peuvent se déplacer en cochant la case déplacement professionnel. Dans ces cas-là, l'association va fournir une attestation de déplacement. Donc, chacune des structures doit préparer une attestation de déplacement professionnel en précisant, si possible, la durée de validité et la nature de la mission. L'ensemble des citoyens, donc comme l'ensemble des citoyens, chaque bénévole devrait être en mesure de montrer aux forces de l'ordre une attestation de déplacement dérogatoire signée et datée lors des déplacements. Et si l'engagement a lieu à travers la plateforme de la réserve civique, donc qui est jeveuxaider.gouv.fr, le bénévole devra remplir une attestation en cochant la case participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Si l'engagement se déroule dans une association en dehors du cadre de la réserve civique, donc le bénévole doit cocher déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Voilà, donc ça, c'est si je pense avoir fait à peu près le tour sur la réserve civique et le bénévolat. Benoît, tu me reprends s'il manque des choses. Non, je me permets juste d'insister sur le fait que la réserve civique a été fortement utilisée lors du premier confinement, y compris dans l'Orne. Je pense notamment à une mission qui avait été mise en œuvre alors qu'on était en pleine pénurie de masques pour réaliser avec des bénévoles des masques alternatifs. C'était quand même un bel élan de solidarité qui s'est manifesté, y compris dans les missions d'aide alimentaire ou les missions de lien social avec les personnes isolées. Il me semble qu'aujourd'hui, les associations d'aide alimentaire ont suffisamment de bénévoles, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, mais en revanche, dans tout ce qui est autour du lien social avec les personnes isolées, qu'elles soient des personnes âgées, des personnes malades, éventuellement du Covid, du coup, il y a un vrai sujet de lien social qui peut être saisi grâce à la réserve civique. Il y a quelques missions pour l'instant qui ont été déposées à ce titre-là. On attend des nouvelles missions de la part des acteurs de l'entraide solidaire. Et donc, du coup, n'hésitez pas à y aller, soit pour déposer des missions, soit pour candidater, sachant qu'on a un potentiel, on l'a vu lors du premier confinement, hein, de bénévoles, une vraie ressource sur la réserve civique, hein, 800 personnes inscrites, c'est pas rien. Donc, saisissez-vous de cette possibilité.
Merci Benoît. Donc, du coup, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, on retrouve, vous voyez afficher les quelques ressources utiles, les différents liens où vous pouvez trouver des informations sur les différentes mesures face à cette crise sanitaire. Et tout en bas, vous avez les acteurs du RSVA dans l'Orne. Donc, vous allez retrouver aussi sur le site, sur le lien de la préfecture. Voilà. Donc, Benoît, je te laisse clôturer cette matinée. Oui, je vais rouvrir ma vidéo. Voilà, donc effectivement, en tout cas, je constate que nous sommes encore 69 à regarder et à écouter. Donc, ça veut dire que, ma foi, on a réussi à capter l'attention pendant plus d'1 heure et demie, 2 heures, donc l'intention de tous les participants. Donc, c'est plutôt rassurant sur l'intérêt qu'a suscité notre webinaire. Moi, je me réjouis de cette capacité qu'on a dans l'Orne à travailler ensemble au bénéfice des associations. On est, je pense, de ce point de vue-là, assez efficace. On est capable d'orienter les associations vers les bons interlocuteurs. On est capable de les accompagner dans des démarches administratives. Et on est même capable, je pense au crime en particulier, de les accompagner dans des projets de développement, puisque au-delà de la gestion de crise, il y a aussi l'avenir des associations, leur développement dans l'Orne. Et je sais qu'on peut compter sur l'ensemble des réseaux de soutien pour être toujours présent et favoriser ce développement. Donc, au-delà de la crise qui est compliquée actuellement, un petit message d'espoir. Je sais, comme tout le monde, que les vaccins vont arriver, a priori à partir de début 2021, et que je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. Je ne vais pas vous fixer d'échéance, mais je suis assez confiant sur l'avenir et bientôt tout cela sera un mauvais souvenir. Voilà, merci et puis bonne journée à tous. Merci et bonne continuation à toutes les associations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Tu es encore là, Anthony? Anthony? Oui, oui. Non, il a déjà coupé, lui. Non, tu es là, Anthony? Ouais. Bon, il y a encore un petit peu de monde, mais d'abord, moi, je voudrais remercier ceux qui nous ont aidés, que ce soit, alors je vais en oublier si je cite tout le monde, ça m'embête un petit peu, mais tous ceux qui ont participé activement à la préparation de ce webinaire, merci vraiment parce que moi, je ne me serais jamais lancé là-dedans tout seul. Un merci particulier donc à Julie, à Delphine, à Amélie, à toi également, évidemment, Anthony, et puis à ceux qui nous ont aidés également dans l'animation de cette matinée. Je pense à Alain Baroul aussi, je pense à Nicolas Cadeau, l'intervention également de Romain Mercier, etc. Bref, j'en oublie peut-être et je m'excuse d'avance, mais c'est vrai que sans tous ces participants, sans toutes ces interventions, on n'y arriverait pas. Donc, je suis vraiment satisfait de la façon dont ça s'est passé. J'espère que tu as bien enregistré le chat, Anthony, parce qu'il faut qu'on le travaille maintenant à partir des questions posées et qu'on alimente du coup la foire aux questions. Donc, je vais sans doute revenir un petit peu